Ça a commencé comme ça a commencé dans un ventre. Il était une fois dans un pays lointain La dialectique des un ventres, roi. la dialectique des contes. On la connaît bien cette dialectique-là. Hansel et Gretel, la maison, et à l'intérieur de la maison le cachot, et à l'intérieur du cachot, ou à l'intérieur de la cave, le four. Les antres qui sont emboîtés les unes dans les autres. Et la sorcière qui finit dans le four. La dialectique des ventres, la dialectique des récits merveilleux. La dialectique sadomasochiste des récits merveilleux. Marc Berdet, dans un livre, il évoque ça. Il parle de la... Il décrit le sadomasochisme comme étant un... Comment dire? Comme étant une façon de repousser le moment du plaisir au maximum. Le désir dans le fait de repousser l'orgasme. Et ces récits avec ces princesses en chaîne au fond des châteaux et ces corridors, le labyrinthe comme un pli dans un pli. Ce que partage un peu le sadique et le masochiste d'ailleurs. Favoriser le désir en repoussant l'orgasme, la peur de l'orgasme. Et la cruauté du coup au prix d'un orgasme qui viendra beaucoup plus tard. La dialectique des ventres. La dialectique des dedans et des dehors. La dialectique des intérieurs et de ce qu'il y a en deçà, au-delà de la porte. Cette dialectique-là, elle est vachement intéressante, cette dialectique-là. Elle est... Le démonique. Dans Le Moine, Mathilde, sous des troublants dehors d'austérité et par de savantes provocations, exaspère le désir charnel du lecteur. Elle rappelle l'Ottilie des affinités électives, personnage dont les charmes entraînent les prétendants dans des dédales obscurs. Comme elle, c'est une figure démonique au sens de Goethe, c'est-à-dire un moyen d'agir sur les hommes, un moyen merveilleux, qui s'incarne dans certains personnages de fiction. Procédant par contradiction, le démonique est un être ambigu, bienfaisant sans angélisme, malfaisant sans diabolisme, implacable sans nécessité. Il incarne une trouée inconsciente dans la raison et un principe actif pénétrant, séparant et unissant tous les êtres, qu'ils soient animés ou inanimés. Sorte d'être par-delà les êtres, il s'enfonce sans limite dans ce qui nous paraît limité, agit arbitrairement avec ce qui nous est nécessaire et se complaît dans l'impossible. Le démonique désigne une force de l'inconscient que personnifient ses héroïnes. L'acharnement de leurs persécuteurs ne peut entamer leur innocence, et les machines de torture de ces derniers transforment leur souffrance en jouissance. Leur corps est le lieu d'un combat originaire entre pure spiritualité et pure sexualité, venu d'un monde préhistorique. Elles incarnent la blablabla. Les héroïnes des romans terrifiants incarnent cette pure figure du désir et de l'esprit qui, jouant avec le destin par-delà le bien et le mal, échappe à la fois à la raison et au sentiment et traverse le règne de la culpabilité humaine en maintenant une certaine idée de liberté. Avant de jeter le livre, lisons le chapitre précédent, l'obscur objet du désir. Les romans noirs montrent un dispositif d'enfermement qui réalise les fantasmes sadiques des puissants. Pendant ce temps, les opprimés sont en quête de leur propre désir, alors que l'héroïne tente de fuir ses persécuteurs en s'enfonçant dans les souterrains d'un château détraqué. Toutes les voies d'accès qu'elle franchit, ponts, portes, trappes, tunnels, caveaux, tombeaux, se referment derrière elle.
Paradoxe du pouvoir, en se pliant à l'avilissement que lui fait subir son bourreau, en allant jusqu'au bout du mécanisme morbide dans lequel elle est entraînée, au bord de mourir de sa jouissance, l'héroïne retire finalement son plaisir au sadique qui le poursuit. Chosifiée à l'extrême, elle regagne sa liberté, blablabla. Bla bla. Paradoxe du désir, prise dans une course frénétique, elle jouit malgré elle de rater à chaque instant, par un mécanisme d'escamotage, l'objet de son désir. Elle ressemble à un automate qui, par un effet de vitesse acquise, ne peut plus s'arrêter, éternellement en quête de son propre désir, comme si le cheminement n'était que celui qu'elle s'était choisi afin de mieux se connaître. Son errance forme un cyclone, dont l'œil reste hors d'atteinte, mais dont on peut être sûr de l'obscure présence. Davantage qu'un simple reflet des contradictions historiques, la machinerie terrifiante des romans noirs dessine une anthropologie du mal refoulée par les mœurs de l'époque. La passion des héroïnes demeure retenue par le conformisme moral de leur entourage qui sait ce qui est bon pour elles, jusqu'à ce que la machinerie du château libère cette passion comprimée. Les corps deviennent choses et les objets vivent leur vie propre. Là seulement les héroïnes peuvent s'abandonner sans culpabilité aux délices de l'excitation et au vertige du vide autour de ce désir qu'elles s'amusent secrètement de voir ajourner. Loin d'être une rêverie insignifiante, la fantasmagorie du roman noir exprime une vérité profondément enterrée, celle d'un désir refoulé. Pourquoi j'avais besoin de vous lire ça? Le livre est très bien d'ailleurs. Le livre est très intéressant quand il envisage l'imaginaire propre au capitalisme et quand il envisage le fait que les plans des parcs d'attractions sont superposables à ceux des grands centres commerciaux américains et définissent une espèce de fabrique d'imaginaire collectif qui avilit, etc. Bon, là il est intéressant. Mais qu'est-ce qui est insupportable en fait dans ce passage? C'est que au moment où moi je parle d'une dynamique sadomasochiste du conte, j'oublie pas qu'il s'agit là d'une dynamique de pouvoir. Je déteste les lectures psychologisantes des tragédies du XVIIe siècle. En revanche, je suis, très, très sensible, très attiré par le discours des théologiens du XVIIe siècle qui mettait l'accent sur le fait que le régime du théâtre était de l'ordre de la fascination, de l'ordre de ce qui subjugue. Et il est vrai que je pense assez intimement qu'il y a par exemple à l'intérieur de Britannicus une dialectique du temps, de l'attente plus précisément, et du désir d'un côté, et de l'autre côté, une dialectique de l'espace et de la restriction d'espace. Ainsi, sur l'avenir, n'osant vous assurer, vous croyez que sans vous, Néron va s'égarer. Narcisse, c'en est fait. Néron est amoureux. Depuis un moment, mais pour toute ma vie. J'aime. Que dis-je, aimé? J'idolâtre Junie. Qu'Octavie, à vos yeux, ne fasse point d'ombrage. Rome, aussi bien que moi, donne son suffrage. Répudie Octavie. Et me fait dénouer un hymen que le ciel ne veut point avouer. Madame, que le bonheur me rapproche de vous. Quoi? Je puis donc jouer dans l'entretien, Ainsi leurs feux sont redoublés. Je reconnais la main qui les a rassemblés. Agrippine ne s'est présentée à ma vue, ne s'est dans ses discours si longtemps étendus que pour faire jouer ce ressort odieux. Qu'on sache si ma mère est encore en ces lieux. Pyrrhus, dans ce palais, je veux qu'on la retienne et qu'au lieu de sa garde, on lui donne la mienne. Cette double dialectique se résout dans une dialectique supérieure espace-temps qui est celle de, alors du coup forcément l'utilisation de l'expression sadomasochisme pose problème, mais
Je vais préférer plutôt le terme plus neutre et appartenant à l'univers du théâtre qui est celui de la cruauté. Mais la cruauté de Néron passe justement dans le fait d'installer un ensemble de palissades autour de Junie et de lui demander de repousser Britannicus, lui regardant et jouissant de ce spectacle qui est celle de sa proie enserrée entre ses griffes. Je pense qu'ici, il y a effectivement une dynamique du temps propre au théâtre qui dit quelque chose de la cruauté. Mais, j'oublie pas le paradigme du pouvoir. Ça veut dire qu'il est absolument hors de question de construire à partir des contes une dialectique sadomasochisme qui serait l'équivalent en mathématiques de l'univers A et A bar, définissant une bipartition exclusive de l'univers. Ça marche pas comme ça en fait. Ça marche pas comme ça. Il n'y a pas un masochisme de l'héroïne ou une espèce de plaisir prise dans le viol. Il n'y a pas ça dans le conte. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas de... et rien que de le dire me conduit à en trembler en fait de cette obscénité-là. Ça veut dire que on peut pas penser une dynamique de la violence propre sous le régime d'une réciprocité. Et je pense que il est important en fait à ce niveau-là de faire une double précision. La première vis-à-vis de la lecture des contes et la deuxième vis-à-vis de l'entreprise que je mène par ailleurs. La première vis-à-vis de la dynamique des contes. Comment l'exprimer le plus simplement possible, puisque rien n'est simple là-dedans. Il y a effectivement quelque chose de l'ordre de la fascination aussi du côté de l'univers du conte, qui fait que il y a un texte très beau, enfin pas très beau justement, il y a un texte très fort de Calamotte qui est un docteur en psychiatrie qui évoque ses entretiens avec Madame Cachoff et qui évoque la façon dont elle projette son délire de la brèche et de la porte à travers des films noirs qu'elle a pu voir. Calamotte évoque le cas Korchoff. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails du cas Korchoff. Ce serait trop long et trop complexe. Je vais me contenter de quelques remarques. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a une série d'éprouvés traumatiques qui sont exprimés. Il y a des signifiants formels. Il y a une expérience traumatique qui se rassemble sous le signifiant formel que Calamotte semble avoir repéré, qui serait une brèche s'ouvre. Il y a un condensé d'expérience qui est imprégné de traumatisme, qui est repéré par sa répétition et par son incongruité. On est dans quelque chose de l'ordre d'une intensité de toute façon. L'expérience est déformée, elle est atteinte dans son articulation entre le dedans et le dehors. Il y a une forme d'association libre. Calamotte utilise le terme de collapsus topique. Une confusion entre la surface d'inscription et la surface d'excitation. Un mélange d'accélération et de condensation. Le motif de la porte comme signifiant formel. Une brèche s'ouvre. Une espèce de modalité d'organisation des souvenirs et des images. Sous les aspects d'une chaîne. Je vais essayer de reprendre les différentes étapes en fait. Retranscrit par Éric Calamotte dans son rapport avec cette patiente, Madame Korchoff. Il essaye de retrouver les variantes du signifiant formel, et donc quelque chose comme la forme traumatique de Madame Korchoff. Il essaye, là dans ce chapitre, de les relater dans leur ordre d'apparition durant la thérapie, qui fatalement n'est pas adéquate avec la chronologie réelle. Je vais vous en donner quelques-unes. La fille de Madame Korchoff la sort de la voiture par la porte après l'accident. Alors que la porte est légèrement ouverte, son oncle lui demande de venir jouer à cache-cache. La mise en bière de son oncle préféré. On a ouvert les portes d'un coup face au cercueil, c'était pas les bonnes personnes à la bonne place. 4. À 16 ans, son père l'insulte et la frappe après l'avoir enfermée dans les toilettes. Maxime ouvre la porte et elle s'évanouit.
À 7 ans, Madame Korchoff entend du bruit et découvre ses parents visionnant un film érotique. Son père ouvre la porte à peine refermée et la gifle violemment. Alors qu'elle était très jeune, son oncle la coince, elle se rapproche du salon alors que sa mère est à la cuisine. Madame Korchoff pensait alors si au moins quelqu'un ouvrait la porte. Entre 8 et 15 ans, Heinz arrivait dans la cour et le suivait sans rien dire. Il lui montrait alors des dessins obscènes dans la salle de bain et se masturbait, la porte ouverte. En l'absence de ma collègue, la patiente raconte avec beaucoup de détails les différentes violences sexuelles subies. Lors de cette même séance, Madame Korchoff se demande avec émotion pourquoi ils n'ont pas vu. Ensuite, l'exposé du cauchemar de la dernière séance. Impressionnant. Une porte s'ouvre à côté d'un magasin de mon village et je me dis tiens, il y a une porte qui s'ouvre. Et derrière, tout est creux et noir, derrière la porte ouverte dans le cauchemar. Oui, il y a sans doute des écrans sur lesquels peuvent s'imprimer un certain nombre d'obsessions. Et ça renverra à ma deuxième précision. Oui. Maintenant, le problème, c'est que le conte a été un objet privilégié de cette considération-là. Ce qui a fait qu'on a développé assez vite une lecture dépolitisée des contes dans la droite ligne des travaux de Bettelheim. Et on a développé une psychanalyse des contes indépendante de toute médiatisation du pouvoir que pouvait porter le conte. Et ça, c'est dramatique en fait. C'est faux et c'est dramatique. Parce que les dynamiques que portent les contes peuvent en aucun cas être abstraites des logiques de pouvoir qu'elles médiatisent. Qu'est-ce que j'entends par là? Pour donner de la rigueur à ce raisonnement-là, je vais m'appuyer sur un travail vraiment intéressant de Mélanie Dulon au Québec, un travail de 2012 qui s'appelle Corps de femme dans le conte et qui met en confrontation deux réécritures par des femmes de contes populaires. En l'occurrence, le Petit Poucet, c'est la femme de l'ogre de Pierrette Fleutiot, et Podane, et elle utilise un récit de Christine Angot. Je n'aime pas beaucoup cette femme, mais c'est pas le problème ici. Son récit a le mérite de soulever quelque chose qui est assez fondamental dans la démarche même qui m'anime. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne plaque pas bêtement des grilles féministes sur des lectures d'œuvres, mais elle se sert de la confrontation entre ces deux œuvres pour essayer de penser un dialogue entre un féminisme différentialiste d'un côté et un féminisme matérialiste de l'autre. Et elle permet du coup de rétablir à sa juste place le paradigme du pouvoir dans la lecture d'un conte. Je vais m'appuyer sur des extraits là, je vais lire des choses parce que c'est important. Dans le premier conte, celui de Pierrette Fleutiot, qui lui est magnifique, hein, vraiment la femme de l'ogre, ça s'appelle. Donc la focus est du côté de la femme de l'ogre, en particulier l'ogre qui piégera le Petit Poucet, etc. Et qui finira piégé par lui-même un petit peu plus tard. Et ce changement de focal est assez passionnant, puisque il permet de mettre au jour l'attention particulière du secret, le devenir secret, disait Deleuze, de l'ogresse, de la femme de l'ogre. Et il met en place un mouvement entre le dedans et le dehors sous ce signe du secret. Je voudrais vous lire Pierrette Fleutiot, vous faire entrer dans son style. Je pense que c'est essentiel. Elle parle de la cuisine de l'ogresse, sauf qu'elle le définit comme un lieu refuge. Elle sort de dessous une trappe les pommes de terre roses qu'elle fait pousser dans une clairière secrète dans la forêt. Elle les ramasse et les met dans des pots où elle fait passer pour des plantes vertes les salades et les poireaux. Et dans un vase, des artichauts dont les feuilles ressemblent aux pétales d'une grosse rose irascible. Une fois les légumes cuits, elle les mange lentement avec un peu de beurre qu'elle garde dans un petit pot marqué crème pour le corps.
qu'elle garde dans un petit pot, la trappe, le faux semblant, le trompe-l'œil. Il y a ici la mise en place d'un mécanisme du ventre, de l'antre, qui est entièrement sous le sceau du secret, sous le sceau de la tromperie, sous le sceau de la défense, de la résistance. L'ogresse s'est construit un univers à elle, qui est un univers du dedans. Et quand elle évoque la forêt, elle évoque à deux façons. Elle va mettre en rapport la forêt et les échos qu'elle entend de la forêt, dans laquelle est en train d'errer le petit poussé, avec cette cuisine, cette chambre refuge dont parle Béatrice Didier en 1981 dans son ouvrage qui s'appelle Écriture femme, qui parle de cette chambre refuge comme seul échappatoire à la prise conjugale, comme espace à partir duquel il devient possible de reconstituer un moi. Dans La femme de l'ogre, il y a certains dedans qui sont constitués comme des matrices, à partir duquel elle va s'auto-engendrer comme un sujet actif. Et cette notion de sujet actif est importante. Alors, vous avez bien compris qu'ici, on est ici dans la perspective du féminisme différentialiste, et on verra ensuite en quoi il pose souci. Lucy Irigaray, qui est une des grandes penseuses du courant différentialiste, dans Le corps à corps avec la mer, toujours un ouvrage de 1981, disait « Par les femmes, pas un sujet qui pose devant lui un objet, mais un va-et-vient ». Et l'intégralité de la nouvelle de Pierrette Fleutiot va constituer en un va-et-vient entre un dedans et un dehors. Une espèce de confusion entre l'extérieur et l'intérieur, sur laquelle la femme aime insister dans la perspective d'annulation des frontières qui est la sienne. Ça, c'est une phrase d'Irma Garcia, qui a écrit Promenade fémilière, F-E-2-M-E-L-I-E-R-E-S, en 1981 encore. Et la première phrase qui ouvre le dialogue entre les intérieurs propres à l'ogresse et l'antre, le gouffre, le ventre de la forêt, celui de Blanche-Neige, c'est cette phrase extraordinaire. La femme s'endort, emportant la grande forêt sombre sous ses paupières. Ce bruit qui se déplace depuis quelque temps, ça c'est son intuition du petit poussé. Dans la nuit, tantôt proche, tantôt loin, mise en place du mouvement de va-et-vient. Comme à la recherche d'une ouverture dans ce gigantesque filet végétal, un bruit menu et obstiné. Quelque chose qui cherche à sortir et qui va communiquer avec son dedans à elle, qui, à l'inverse, est quelque chose qui se dissimule, ce désir secret, ce devenir secret de la matrice. Pendant qu'elle dort, le petit bruit qui depuis quelque temps tourne, tantôt proche, tantôt loin, c'est un petit peu plus loin. Page 37 dans mon édition. Revient plus fort. On entend des branches qui se brisent, des fleurs froissées, des ronces qui crissent, quelque chose de menu et très obstiné qui se déplace autour, cherche à sortir de cette grande forêt, cherche à entrer dans sa tête, à elle, l'ogresse. Et là, vous avez la forêt qui entre par la barrière des paupières de l'ogresse dans l'univers de sa matrice qu'elle est en train d'engendrer, cette nouvelle matrice-là. La nuit descend, l'enchevêtrement obscur de la forêt enlace solidement son regard, et quand elle s'endort, par ses yeux demi-ouverts, pénètre les branches, les ramures, les feuilles, et dans le fond de son sommeil, un bruit menu commence à se déplacer. La femme s'endort, emportant la grande forêt sombre sous ses paupières. Vous avez là cette dynamique propre à cette nouvelle, cette dialectique du dedans et du dehors, la cuisine et même l'espace derrière la trappe à l'intérieur de la maison de l'ogre et à l'abri du regard de l'homme d'un côté et de l'autre côté la forêt qui se retrouve engloutie dans l'espace de la nuit sous les paupières derrière les paupières de l'ogresse. Par les fenêtres presque toujours ouvertes, maintenant elle voit au-delà du jardin la grande forêt tirée comme un large trait noir sur le ciel
clair et vide. Imre Garcia insiste sur cette idée-là. L'errance revient continuellement à son lieu d'origine, le ventre. Sauf que cette nouvelle est très très belle. Et là, vous avez une dialectique du ventre qui est très différente de celle que j'ai pu repérer. La dialectique du ventre que j'ai repérée moi, qui n'est pas du tout celle de Berndet, qui est une dialectique du ventre qui était construite sous le régime du sadomasochisme de l'homme, c'est-à-dire ce que moi je peux ne pas envisager autrement comme une dynamique de pouvoir et une dilatation du temps et de l'attente répondant à une restriction progressive des lieux, des couloirs, comme un labyrinthe défini comme un pli sur lui-même. Et l'héroïne emprisonnée entre les griffes de l'homme. Quelque chose que je ne peux pas imaginer autrement que comme ça. Le truc, c'est que la femme de l'ogre, elle conçoit pas la différence homme-femme sous le prisme de la différence hiérarchique, sous le prisme de l'oppression du pouvoir. En fait, son univers matriciel est tout entier dénué de toute relation au pouvoir. Il s'agit plus de la femme objet au corps morcelé par le regard masculin, certes, mais elle demeure tout de même du côté de la nature, du corps, de la matrice. L'épanouissement ici, puisque après la mort de l'ogre, il va y avoir une possibilité de réinvestissement de la forêt par le voyage, cet épanouissement passe par une réinvention de l'expérience du matriciel. Ça, c'est important. L'univers matriciel de l'ogresse est dénué de toute relation au pouvoir, si ce n'est sur celui de la dissimulation. Alors certes, on est peut-être dans une logique à la De Certeau, dans laquelle on a une réappropriation d'un espace par le plus faible, qui développe des tactiques face aux stratégies de l'urbaniste ou de l'ogre, pour reprendre le vocabulaire de Certeau, mais il n'en demeure pas moins que, même si il y a quelque chose de l'ordre de la résistance à l'intérieur de ce texte, on a quand même fatalement un réinvestissement de ce que les féministes différentialistes appellent la féméléité par l'intermédiaire de la matrice. Et donc on a ici une dialectique du ventre qui repose entièrement sur la réaffirmation d'une espèce de constante biologique. Allons du côté d'autres ventres. Non pas des ventres qu'on habiterait, mais des plis qui nous protégeraient, nous recouvriraient. Ou nous écraseraient, nous enserreraient. Là, je pense à Légosie qui, dans Beastars, entoure la jeune Lapine au moment où ils font sur elle, sa terreur. C'est doute à lui, hein, il n'y a pas de problème. Mais la terreur d'Arou, la dialectique entre le prédateur carnivore et la proie herbivore, qui est de toute façon toujours présente dans l'œuvre Beastars. Et cette scène extraordinaire et terrible où Haru parle de la tentation de la proie à se laisser enserrer et à entrer dans la gueule du monstre. Cette dialectique-là, cet autre pli, le corps de Légosie, le corps fourrure de Légosie, mais aussi à l'intérieur dans l'habitant de l'infini, récit de samouraï, cette jeune fille, Lin, qui a vu son père, chef d'un dojo, être assassiné, être tué par un nouveau clan samouraï de renégats, et qui est protégée, tout en étant ouvert à la terreur du viol de sa mère, qui est consécutif à la mort de son père, par l'intermédiaire de la cape d'un des samouraïs renégats, Kuroi, qui vient l'enserrer, qui vient l'entourer de sa cape. Ce pli-là, cette étoffe-là. Dans Kill Bill, le dessous du lit, où l'héroïne se retrouve enferrée et qui voit, elle aussi, la mort de son père, et face à l'œil de son père, qui ressent le sabre du
Yakuza qui transperce le ventre de sa mère, qui est juste au-dessus d'elle. Elle est coincée sous ce repli d'étoffe, ce repli de matelas, et l'épée qui transperce le matelas et la goutte de sang qui perle jusqu'à l'œil de la jeune fille. Ce vêtement-là, ce dedans-là, cet autre dedans, cette autre matrice. Sauf que cette matrice-là, elle est marquée par le pouvoir des hommes. Cette autre matrice-là. Et Mélanie Dulon, elle l'explore. Alors, je pense que les quelques extraits que j'ai définis sont plus forts que le texte de Christine Angot, mais je voulais vraiment vous présenter le travail de Mélanie Dulon, donc je vais quand même aller jusqu'au bout. Étant entendu que je parle du pouvoir de l'homme sur la femme, dans les exemples que j'ai donnés là, mais aussi du pouvoir de l'homme sur l'enfant. Le pli sur l'enfant, alors l'exemple de Kill Bill, bien sûr, mais aussi la cape qui recouvre l'enfant. Alors pas l'armature grossière du robot, l'exosquelette qui enserre dans son délire de culpabilité, le boss dans le premier tome du manga Homunculus, pas cet exosquelette-là, la cape de Batman, le tissu douveteux de la capsule dans laquelle Superman, Kal-El, va être envoyé sur Terre, et même Goku dans un épisode dont je ne vais pas revenir sur l'inscription dans la cohérence d'ensemble de l'œuvre de Toriyama, mais qui a un écho direct à Spider-Man. D'autres plis, d'autres capsules, d'autres enveloppes, cette fois-ci autour de l'enfant, qui les protège et les livre à l'épique du monde comme une renaissance matricielle, seconde. Et qui sont des espaces qui sont marqués par le pouvoir, par la destruction, qui sont des entremondes. L'entry plug, c'est pas un exosquelette qui entoure Shinji ou Asuka. C'est les espaces dufteux, confortables, liquides, de fluides, marqués par la présence de la psyché maternelle. Je reviendrai sur tout ça. C'est important. On est dans ces étoffes-là, dans cet autre ventre-là du conte. Christine Angot, ce qui l'intéressait dans Podan, bien sûr, c'était une façon de réexplorer la thématique du pli sous le prisme de la violence du père incestueux. Là, ici, on a un féminisme matérialiste qui va, donc pas celui de Christine Angot, hein, c'est pas, elle a juste écrit un roman ou une nouvelle en tant que femme, c'est pas là, non, là je pense à Colette Guillaumin par exemple, en 92 dans Sexe, race et politique du pouvoir, qui évoquait le coup de force permanent et qui serait soutenu par une explication de la différence biologique des corps et du coup le danger du différentialisme, du féminisme de la féméléité, qui contribuerait à maintenir la hiérarchie sexuelle sous prétexte de revalorisation d'attributs féminins, qui de toute façon restent biologiques ou hérités. À l'intérieur de la nouvelle de Christine Angot, on a une présence de l'étoffe à travers trois expressions, à travers trois manifestations. La première, celle du mimétisme. Guillaumin le rappelle bien d'ailleurs, hein, qu'on identifie les hommes en fonction de leur fonction ou de leur statut social, et les femmes en fonction d'une apparence extérieure. Elle parle même d'anatomie, Colette Guillaumin, quoi. Et elle évoque l'interchangeabilité des femmes comme une marque de présence du patriarcat. Je pense ici par exemple à la nouvelle de Flaubert qui s'appelle Hérodias, dans lequel il y a l'interchangeabilité Salomé Hérodiade sous le prisme du désir
des hommes, qui est un désir qui reste avilissant dans la mesure où il reste en prise du pouvoir. Le premier souvenir en fait donc c'est une héroïne qui a plus vu son père et qui retrouve son père en fait. Qui avait ce rapport-là avec sa mère et qui retrouve son père. Et souvenir du père qui avait déjà été évoqué par la mère de l'héroïne, même si elle ne l'avait vu qu'une fois ou deux fois peut-être grand maximum dans sa vie, dont elle n'avait pas de souvenir, pas le moindre souvenir, si ce n'est celui d'une photo que sa mère lui montrait régulièrement, lui disant que cette photo avait été prise par son père à Gérardmer, quand elle avait 3 ans, au bord du lac. Si on voyait la petite fille avec un grand chapeau, qui était celui de sa mère, sous lequel, bien sûr, elle disparaissait. Premier morceau d'étoffe à l'intérieur de la nouvelle d'Angot, le chapeau. Le chapeau qui marque l'interchangeabilité entre la mère et la fille qu'on ne distingue plus. Là, on est à la page 11-12 de mon édition. Mimétisme mère-fille qui est réaffirmé une deuxième fois, et encore une fois, sous le regard d'un homme, avec le pull chaussette rouille ou marron, à moins que ce ne soit sa mère, la rouille et elle le marron, le jour où le mimétisme était apparu au directeur financier. Là, on est page 18-19. Le flou identitaire. Elle revient un petit peu plus tard sur cette idée-là. Dans sa classe, il y avait un pantalon peau de pêche marron et un autre rouille. L'interchangeabilité de ses camarades de classe et d'elle-même, dans cette valse avec les mêmes obsessions qui reviennent. L'obsession du chapeau qui reviendra d'ailleurs un petit peu plus loin au moment où elle parlera d'enlever sa défroque. Ça, c'est le premier élément fort de la nouvelle, c'est l'étoffe comme une marque d'interchangeabilité et comme surtout l'incarnation du regard figeant de l'homme sur l'identité de la femme, qui la nie en fait en tant que telle. Elle disparaissait, sous lequel bien sûr elle disparaissait. C'est une jolie phrase ça. Mimétisme mère-fille, mais aussi métonymie des figures, et notamment un certain nombre de pages qui sont hyper maladroites, mais qui renvoient au moins à ce que Chaponnière pouvait dire en 89. Le vêtement, le pli, comme un des modes d'intervention majeurs dans la fabrication du corps sexué. Elle parle de corps insignifiant. L'autoréférentialité du corps, un vêtement de femme qui renverrait à rien d'autre qu'un autre vêtement de femme. Bon voilà, il y a une première... bon, ça va pas beaucoup plus loin que ça, c'est juste pour évoquer ça, mais je trouvais que c'était important de le rappeler, parce que je vais essayer d'appréhender un peu plus largement cette problématique du pli, et je trouvais que c'était bien de lui offrir cette base-là. Le vêtement de l'inceste. Podane qui essayait de s'en débarrasser, et qui avait donc toujours de ces gestes saccadés qu'on fait quand on veut quitter un gilet, comme si elle essayait de faire glisser quelque chose de sa peau, quelque chose qui n'était pas elle, mais une défroque, qu'on essayait depuis toujours de lui faire porter, comme on dit, porter le chapeau, le retour du chapeau, à travers la présence de cette défroque inconnue, de cette défroque présente, qui lui colle à la peau, et bien sûr qui est celle de l'inceste, que Kango n'évoque que par l'intermédiaire de la langue et du père, quoi. Il lui a roulé une pelle en lui disant qu'il fallait ouvrir la bouche, que c'était comme ça qu'on embrassait et qu'on respirait par le nez. Elle est pareille, elle est forte cette phrase. Et vous voyez bien que l'intégralité de la nouvelle est construite autour d'une obsession de l'étoffe qui est la présence du dedans médiatisé par le pouvoir en fait. Et donc voilà à cet endroit-là 3 représentations de dedans liées au conte, celui du labyrinthe et de la pièce dans lequel est piégée la jeune fille, labyrinthe comme pli redoublé, etc. Et une espèce de mouvement en fait qui contraste avec la fixité du regard. Et il y a un certain nombre de films d'horreur qui ont travaillé cette question du voyeurisme torsionnaire en fait, qui décrit une cruauté que moi je ne peux pas voir autrement qu'en évitant à tout prix de la dépolitiser en fait,
au sens fort, c'est-à-dire qu'ils sont dans une dialectique du pouvoir, quoi. Et le danger de l'emprise de Bettelheim sur la critique des contes, en fait, c'est de nous avoir fait passer à côté de cette dimension fondamentale, et plutôt que de psychologiser Britannicus de Racine, on ferait sans doute mieux d'envisager la cruauté comme une dialectique propre au théâtre de restriction de l'espace, dilatation du temps. Voilà, un premier mouvement du dedans et du dehors, ce que j'ai appelé moi le sadomasochisme, pour moi, repose sur cette dialectique politique de pouvoir. Deuxièmement, le ventre matriciel et la réinvention d'un moi par l'intermédiaire d'une matrice avec tous les soucis, cette fois-ci qui sont propres au péril posé pour les féministes par l'idée de la féméléité et qui sont les limites du féminisme différentialiste qui finit par réaffirmer des attributs féminins. Et troisième ventre, celui de l'étoffe, celui qui derrière des allures de protégé enserre, réduit à néant, assigne, construit tout en détruisant, construit le corps sexué tout en détruisant tout individu possible. Voilà ces trois dynamiques du ventre là. Et puis un dernier point. Qui sont cette fois-ci des dangers propres à ma démarche de comparatiste en fait. De comparatiste un peu trop acharné. Ça veut dire que le deuxième péril qui est lié au conte, c'est que effectivement cette espèce de fausse idée qu'on a du fond obscur du conte. Elle conduit à se laisser s'écraser les unes sur les autres des situations que des ruptures ontologiques fortes séparent. Hors de question de comparer la façon dont Madame Cachoff, dans l'exemple de Calamotte que j'ai cité tout à l'heure et que je me suis permis de citer parce que je le développerai plus tard, et exprime à travers l'obsession de la brèche qui revient dans son récit de ses expériences cinématographiques auprès de son psychiatre, d'un côté, de l'autre côté, des expériences d'inceste qui seraient projetées par des femmes les ayant vécues, et enfin des obsessions qu'on pourrait tous, chacun, nous, moi, ma fille, projeter sur des contes, quoi. Que ce soit l'angoisse de la naissance de la part de ma fille, ou pour moi, plus quelque chose de l'ordre du rapport au père dans mon exploration d'un certain nombre d'œuvres. Pour d'autres, il s'agira de cette dialectique du dedans et du dehors qui marquera une façon de médiatiser un rapport à la frustration et à l'échec. Enfin, c'est là que le comparatif se retrouve coincé, en fait. Entre, d'une part, des œuvres qui ont une autonomie littéraire, un personnage, c'est pas une personne, le lien qu'il y a entre un personnage et une personne, c'est le lecteur, donc l'expérience esthétique d'une part, et d'autre part, le fait que si on conduit à ne pas chosifier, contrairement à ce que font les sciences cognitives d'ailleurs, l'individu ou la psychanalyse, l'individu, on se retrouve à effectivement l'envisager comme une série de fils, de tensions convergentes, divergentes, se repliant à des moments critiques forts. Et là, il y a sans doute quelque chose qui peut permettre une rencontre entre un personnage qui est construit de cette façon-là et une personne, un individu. Mais hors de question de rabattre la réalité de l'un sur l'autre, hors de question de psychologiser un personnage. Donc, les liens qu'on pourra faire entre des œuvres et des situations réelles
Cela étant posé, la grotte, le ventre, la matrice, les tripes, la trappe derrière la cuisine, le pli, le dessous du lit, l'armure, la cape, la capsule. Autant d'avatars de ce qui semble être un trope poétique. Autant d'avatars d'un espace de discussion entre les œuvres et d'un espace de rencontre esthétique qui me paraît fort. Et qui est le voyage précisément que je voudrais orchestrer, qui est le voyage que je voudrais emprunter pour essayer de transformer l'errance en un chemin et essayer de dire quelque chose des obsessions de la modernité. La dynamique du dedans et du dehors. La dynamique de l'autre côté de la porte, de la brèche et du pli. La dynamique des ventres. L'entrelien des mondes. Un dernier petit mot. Je suis conscient de toutes les insuffisances de cet objet. C'est la première fois que je me lance dans pareil voyage. J'ai conçu cette errance en 3 grandes parties. Je proposerai les 2 autres très, très prochainement, dans les jours qui viennent. Je sais que le résultat n'est pas à la hauteur. J'ai mis en tout cas beaucoup de cœur, j'ai mis pas mal de tripes. J'espère vous avoir un peu emporté dans cet enthousiasme-là, dans cette quête. Je me permets aussi ce petit mot parce que ces différents objets, je vais les décliner. Je vais proposer 2 vidéos par semaine autour de sujets divers. C'est ma façon à moi de participer à du collectif, de participer à quelque chose de l'ordre de la vie en commun. Je suis dans une situation très difficile en ce moment, comme beaucoup de journaliers. Sans rentrer dans les détails, ma situation personnelle ne me permet pas de prétendre à des aides et le contexte très particulier voilà, me met dans une situation difficile. J'ai ouvert une cagnotte, elle est en lien ici. Voilà, à votre bon cœur, comme on dit. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite le meilleur.